Bonjour à vous et merci de nous avoir rejoints sur France Info. Sarah Legrain, vous êtes députée de la France Insoumise. Bonjour Alain Villemeur et merci d'être avec nous. Vous êtes économiste et directeur de recherche à Paris Dauphine. Et puis à distance, Gérard-François Dumont est avec nous également. Bonjour, professeur à la Sorbonne Université et président de la revue Population et Avenir. Sarah Legrain, une natalité faible, c'est jamais signe de bonne santé pour un pays. C'est vrai que c'est plutôt signe de déclin et de manque de dynamisme, d'échec presque. Alors moi, j'essaie toujours de prendre les choses sous un angle féministe. C'est ce qui me caractérise. Et donc, je fais toujours très attention aux discours sur la natalité parce qu'ils peuvent aboutir, en fait, à considérer que c'est triste d'être dans une société où les femmes ont plus de droits. Il est évident que, à un moment où les femmes avaient moins de droits, moins d'indépendance économique, elles faisaient plus d'enfants, mais elles faisaient plus d'enfants que ce qu'elles désiraient. Donc, moi, ce que je trouve... l'objectif qu'on doit se donner, c'est que toutes les femmes dans le pays puissent ne pas avoir d'enfants si elles n'en veulent pas, mais puissent avoir le nombre d'enfants qu'elles désirent. Oui. Et aujourd'hui, c'est à ça qu'on peut s'attacher. C'est est-ce qu'aujourd'hui, les femmes ont autant d'enfants qu'elles le désirent, et un certain nombre de femmes disent que non. Voilà. Et c'est ça. Et il faut s'interroger. Et là, je pense que c'est aussi par des réponses féministes qu'on peut y arriver. C'est-à-dire qu'il y a des freins qu'on peut lever. Si l'objectif, c'est celui-là, ça doit être de satisfaire les conditions pour que le désir d'enfant puisse être accompli, et certainement pas de mettre des pressions supplémentaires sur les femmes, parce que je pense que c'est parce qu'elles ont beaucoup de pression aussi que parfois, elles ont moins envie d'en avoir. On va y revenir, Alain Villemeur, mais vous avez l'air déjà en accord avec ce qui vient d'être dit. Oui, tout à fait, parce qu'il y a un désir d'enfant en France qui est permanent depuis plusieurs décennies et au-dessus du taux de fécondité. Les femmes, en moyenne, et les couples désirent 2,3 enfants. Et vous avez vu que notre fécondité conjoncturelle est à 1,6, même un peu en dessous. Bref, donc la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que les couples qui désirent plus d'enfants n'en ont pas? Parce que les conditions, effectivement, ne sont pas réunies. Les conditions ne sont pas réunies, mais nous, on a fait un certain nombre d'études, et pour nous, il y a 3 conditions. Oui. Les politiques familiales, qui sont insuffisantes. Ça, c'est évident depuis longtemps. Mais contrairement à ce qu'on peut penser, l'effet des politiques familiales peut être limité. Peut être limité par le deuxième facteur, qui est le logement. L'immobilier est beaucoup trop cher pour les jeunes couples. Les jeunes couples ont perdu du pouvoir d'achat en termes d'immobilier, et ils ont perdu la deuxième chambre ou la troisième chambre. C'est clair. Et la troisième condition? Et la troisième condition, c'est les inégalités de genre. Il y a trop de différences entre les hommes et les femmes en ce qui concerne le travail domestique, le travail d'éducation, de garde. La répartition des tâches et les gardes d'enfants. Absolument. On va revenir évidemment sur ces conditions. Gérard-François Dumont, vous êtes avec nous. De toute manière, c'est vrai que toutes les périodes de crise, de manière générale, ont un impact sur la fécondité. On parlait pouvoir d'achat, on parle de crise économique, de crise démographique. On parle parfois d'anxiété en général. Oui, alors je suis désolé de contrarier ce que vous venez de dire. Si on prend l'exemple de la crise de 2008, ce qui est très important, c'est que cette crise n'a eu aucun effet négatif sur la natalité en France. Et tout simplement parce que la France avait à l'époque une politique familiale qui correspondait aux attentes de la population et qui a permis à la natalité, en quelque sorte, d'être résiliente. Or, aujourd'hui, les choses ont changé. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Sarah Legrain. Il faut effectivement que les femmes et les couples aient une totale liberté de choix. Mais cette liberté de choix, elle a été considérablement rabotée ces dernières années. En effet, lorsque vous étudiez la fécondité sur toutes les dernières décennies en France, même s'il y a forcément des facteurs sociologiques qui peuvent jouer, on voit une corrélation entre l'évolution de la politique familiale et la fécondité. Donc les années où il y a de bonnes décisions de politique familiale, la fécondité a remonté, et les années où il y a eu de mauvaises décisions de politique familiale, la fécondité a baissé. Et c'est la raison pour laquelle, quand au milieu des années 2010 ont été annoncées de nombreuses mesures négatives pour la liberté de choix des femmes et des couples, j'ai annoncé que la fécondité allait baisser. Et c'est effectivement ce qui s'est produit depuis, c'est-à-dire qu'on a eu à la fois effectivement moins de possibilités de concilier vie professionnelle et vie familiale parce que les communes ont moins de ressources qu'auparavant, et même si le maire ne l'écrit pas sur les toits, ils ont renoncé à certains projets de construction de crèches ou de relais à garderie ou de relais assistance maternelle.
Le nombre de logements, et ça a été dit tout à fait justement, a malheureusement baissé et en plus le coût a augmenté. Et évidemment, les Français ne peuvent plus avoir confiance dans une politique familiale d'accompagnement qui est remise en cause en permanence et qui est surtout de plus en plus illisible compte tenu de la multiplication des prestations familiales. On ne sait plus très bien à quoi on a droit. C'est vrai que quand on dit, qu'on entend parfois que les jeunes ne veulent plus d'enfants, c'est vraiment une idée reçue. D'abord parce que cette baisse de fécondité, elle touche toutes les tranches d'âge, que ce soit les 25, 30, 35 ans. Seules qui s'en sortent, entre guillemets, c'est les femmes au-dessus de 40 ans, où là, c'est vrai, ça affaiblit en 2024, mais c'était plutôt en augmentation ces dernières années. En l'occurrence, je voudrais vous montrer deux chiffres qui vont avec tout ce qu'on dit. Ce sont les femmes au travail depuis les années 70. En 75, 54% des femmes seulement travaillaient. En 2024, 72%. Évidemment, c'est la clé de ce problème, entre guillemets. Oui, et c'est ce qu'on appelle le phénomène de la double journée. C'est-à-dire que la question de l'augmentation de l'activité des femmes, l'activité économique des femmes, elle ne se poserait pas en lien avec la natalité si ça n'allait pas avec le fait que les femmes ont encore majoritairement, très majoritairement, l'essentiel du temps parental à leur propre charge. Donc vous n'avez pas eu de politique massive de réduction du temps de travail, ce qui serait aussi une piste à évaluer pour qu'il y ait plus de temps pour le temps familial. Et vous n'avez pas eu de réduction forte des inégalités, même si ça a un peu avancé, au sein du couple, disons, traditionnel hétérosexuel. Vous n'avez pas eu de réduction des inégalités entre le temps parental des mères et le temps parental des pères et le temps domestique. Et ces inégalités restent très très fortes. Et c'est ce qu'on appelle la double journée. Et moi, quand j'ai mené ma mission sur les politiques d'accompagnement à la parentalité, j'ai énormément d'acteurs que j'ai auditionnés qui m'ont cité cette phrase en disant on demande aux femmes de travailler comme si elles n'avaient pas d'enfants et de s'occuper de leurs enfants comme si elles n'avaient pas de travail. Exactement. Et c'est ça qui devient une pression insoutenable pour les femmes. Et donc il faut à la fois évidemment adapter, à mon avis, le travail, la question du temps de travail, la question des rythmes de travail. Et il faut en fait encourager à ce que les hommes puissent aussi interrompre à des moments leur activité professionnelle. Je pense que ce n'est pas raisonnable dans notre pays qu'on ait un congé paternité, c'est le cœur du sujet à mon avis, qui est un quart de moins que le congé maternité. Parce que en fait, ces inégalités... Encore, ça a évolué récemment d'ailleurs. Oui, mais c'est encore très insuffisant. Et si on part de la part obligatoire, c'est très peu. Et donc en fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne peuvent pas le prendre, y compris parce que vis-à-vis de leur entreprise, ils ne se sentent pas de prendre toute la part à laquelle ils ont le droit. Il faut absolument encourager à ce que, dès la naissance de l'enfant, il y ait un partage égalitaire des tâches et qu'aussi on s'habitue à ce que les hommes quittent un petit peu le travail pour s'occuper de leurs enfants et à ce que ce ne soit pas systématiquement sur les femmes que revienne la charge parentale. Et ça, c'est un vrai changement. Ça prend du temps, en tout cas. On sent qu'il est amorcé, ce changement. On l'entend autour de nous, tous. Mais comment aller vers ça pour que effectivement les hommes prennent davantage leur place au sein de la cellule familiale et abandonnent peut-être un peu plus le travail. Aujourd'hui, on sait que ce sont les femmes qui font vraiment qui rognent sur le travail quand elles sont mamans. Oui, mais alors il faut faire attention, c'est que les femmes qui travaillent ont plus d'enfants. C'était pas le cas il y a 50 ans. Donc plus les femmes travaillent et plus elles ont un désir d'enfant qu'elles arrivent plus ou moins à concrétiser. Parce qu'elles décident de ne plus choisir entre le travail et les enfants. Avant, c'était l'un ou l'autre. Elles ont les moyens économiques aussi. Elles ont les moyens économiques. Quand elles travaillent, elles ont évidemment plus de revenus, donc plus de liberté, de choix. Et le projet d'enfant se réalise beaucoup plus facilement. Maintenant, effectivement, le frein, c'est le logement et surtout les inégalités de genre. Il y a des statistiques qui montrent très bien que vous savez, dans les pays asiatiques où on est arrivé à des taux de fécondité extraordinairement bas, Corée du Sud, 0,75 enfants par femme. C'est-à-dire que la plupart des femmes n'ont pas d'enfants. Dans ces pays-là, les femmes consacrent 4 fois plus de temps que les hommes aux tâches ménagères et d'éducation. Dans nos pays, c'est mieux, mais c'est quand même pas extraordinaire puisque c'est 2 fois plus. En gros, les femmes ont la double journée. Il faut bien le dire. Mais alors, quelle solution? Comment ça prend du temps, on le sait. Alors, ça prend du temps. Il faut effectivement des politiques familiales. Il faut donner, ce qui était dit tout à l'heure, des congés, par exemple, les congés parentaux, et les rendre obligatoires. Et Gérard, pour les hommes et les femmes, à égalité. Mais ça aussi, et ça pose des problèmes d'égalité salariale plus importantes.
etc. Gérard François Dumont, c'est vrai qu'il y a une vraie inégalité. Quand on prend un congé parental, en tout cas pour les mamans après une naissance, elles perdent 200 € selon l'INSEE en moyenne, 81 € seulement pour les hommes. Quand on voit de tels écarts, évidemment, on se rend compte à quel point tout pèse sur la femme et c'est elle qui a beaucoup à perdre après une maternité, après une naissance. Alors c'est tout à fait vrai, il y a eu 2 très mauvaises mesures. Donc la première mesure, c'est le rabotage du congé parental qui a été décidé il y a une dizaine d'années. Donc le congé parental permettait beaucoup mieux aux familles d'avoir la liberté de choix du nombre d'enfants tel qu'il existait au début des années 2010. D'ailleurs, il faut savoir que dans les budgets publics, cette réforme du congé parental, ça a signifié 1 milliard de moins donné aux familles. Et donc, forcément, moins d'enfants et moins de possibilités d'avoir un enfant. Deuxième chiffre que je voudrais vous citer, c'est tout simplement la question de l'accueil des jeunes enfants et la question des crèches. Il faut savoir que donc il y avait eu des plans pour le développement des crèches et compte tenu de la diminution de la dotation globale de fonctionnement pour les communes, ces plans n'ont été réalisés qu'à 16%. Donc vous voyez combien on est en manque de possibilités de concilier vie professionnelle et vie familiale si effectivement les femmes et les couples qui travaillent n'ont pas la possibilité d'avoir facilement accès à des services d'accueil aux jeunes enfants. Et donc, en fait, il y a un problème plus large, si vous voulez, c'est-à-dire qu'il faut absolument revoir la fiscalité des communes, parce que je rappelle que ce qui avait fait la force de la France, c'est que sa politique familiale, elle était multiniveau. Oui. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement ce que faisait l'État en matière de politique familiale via la Caisse nationale d'allocation familiale, mais il y avait aussi toutes ces politiques familiales municipales qui étaient très bonnes et qui d'ailleurs, point très important, étaient transpolitiques. C'est-à-dire que quand un maire de gauche était remplacé par un maire de droite ou un maire de droite par un maire de gauche à l'occasion d'une élection municipale, la politique municipale familiale n'était pas modifiée. Elle était continuée, elle était complètement transpolitique. Or, aujourd'hui, les communes n'ont plus de visibilité sur leurs recettes futures, compte tenu notamment de la suppression de la taxe d'habitation, du fait que la dotation globale de fonctionnement, ils ne savent jamais combien elle va être. Donc c'est très difficile pour eux de faire des projets de crèche, des projets de relais assistantes maternelles et d'avoir la certitude non seulement de financer l'investissement de ces projets, mais plus encore de financer les coûts de fonctionnement de ces projets. Et je vais abonder dans votre sens, d'ailleurs, parce que... Pardon, faute de solution, un enfant de moins de 3 ans sur 5 est gardé par ses parents et c'est la mère essentiellement sur qui ça repose. En tout cas, cette tendance, elle ne concerne pas que la France. On l'a dit, c'est un peu partout dans les pays européens. Plus de 2/3 en tout cas des pays de l'UE sont concernés. Et en Italie, c'est particulièrement important. Je vous propose d'écouter les précisions de Florence Crimon à Rome. Elle nous explique justement quelles sont les politiques qui ont été mises en place aussi. Oui, car le nombre de naissances ne cesse de chuter en Italie. Le taux de fécondité a atteint son minimum historique, 1,18. C'est le nombre moyen d'enfants par femme en 2024. Selon les derniers chiffres, seuls 370 000 naissances ont été enregistrées l'année dernière. On est donc très loin des 576 000 naissances de 2008, l'année du dernier pic de natalité. Problème, les générations en âge de procréer sont de moins en moins nombreuses, car le vieillissement de la population s'est parallèlement poursuivi. L'âge moyen ici s'élève à 46,8, ce qui fait de l'Italie le plus vieux pays d'Europe. Pour Giorgia Meloni, élue sur le slogan Dieu, patrie, famille, la relance de la natalité est une priorité absolue et plusieurs dispositifs de soutien ont été introduits ou renforcés comme des primes à partir du 2e enfant, un congé parental mieux rémunéré, mais ces mesures restent insuffisantes. Selon les experts, les politiques de natalité ne peuvent porter leurs fruits sans réforme du marché du travail, telle que l'augmentation des salaires. Pour encourager la natalité, une initiative régionale a été prise dans les Pouilles, dans le sud du pays. Les femmes de 27 à 37 ans peuvent obtenir un soutien financier à hauteur de 3 000 € pour congeler leurs ovocytes et ainsi préserver leur fertilité pour une future grossesse. C'est la première région d'Italie à le faire.
Voilà pour les précisions. C'est vrai que donc des politiques qui sont mises en place importantes en Italie. La barre du deuxième enfant, puisqu'elle en a parlé, Florence Rimond, elle est importante. À partir de 2 enfants, beaucoup de mères se mettent en temps partiel, là où les hommes commencent à travailler davantage justement pour apporter plus d'argent. Oui, en fait, à chaque naissance, on observe un décrochage des revenus de la mère et qui sont liés à un décrochage professionnel. Et il y a même une étude récente là, du Conseil d'analyse économique qui dit que 90% des inégalités de revenus, donc tout confondu, entre les femmes et les hommes, sont liées à la pénalité parentale. Ouais. Après, si on regarde spécifiquement sur les revenus du travail, etc., on voit bien qu'effectivement, au bout du 3e enfant, on a des inégalités entre femmes et hommes qui explosent. Et je tiens à préciser que quand on parle d'inégalité de salaire en général dans le pays, on fait comme si c'était juste une question de sexisme, de discrimination dans l'entreprise. En fait, si vous comparez entre les femmes qui n'ont pas d'enfants et les hommes qui n'ont pas d'enfants et qui travaillent, vous avez très peu d'inégalités de salaire. Et c'est quand vous comparez les femmes qui ont des enfants et les hommes qui ont des enfants que là, elles se creusent. Donc c'est bien ce sujet-là de comment la parentalité a un impact très fort sur la vie professionnelle, sur la vie et du coup l'indépendance économique. Et donc évidemment que c'est un levier majeur. Mais je le redis, ça doit aller. Évidemment, il y a la question de la politique des services publics qui a été mentionné, c'est-à-dire que si vous n'avez pas les modes de garde, eh ben oui, effectivement, quand vous dites les chiffres des enfants qui sont gardés, de moins de 5 ans, qui sont gardés par leurs parents, évidemment, c'est par la mère. Ouais. Voilà. Donc, l'absence, la casse des services publics, le fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, on se soit beaucoup remis au secteur privé, pour les crèches, comme d'ailleurs pour les EHPAD, etc., qui fait que qui est une catastrophe absolue. C'est-à-dire qu'on s'est mis dans la dépendance d'un secteur privé qui dysfonctionne également, et on a des modes de garde qui ne sont pas à la hauteur de ce que voudraient les parents pour leurs enfants, et parfois ils ont tout simplement pas de mode de garde. Donc il y a cette histoire des modes de garde. Et puis, il y a l'histoire aussi en termes de temps de travail, se dire, eh ben, finalement, pourquoi est-ce que, à la naissance d'un enfant, ce sont les femmes qui vont non seulement prendre le congé maternité, et maintenant qu'il y a une réforme, je pense qu'on va en parler du congé parental, le risque c'est qu'elles prennent ce congé parental parce qu'elles auront envie de plus de temps, ce qui peut s'entendre, mais que le père, lui, prenne toujours juste les 7 jours obligatoires de congé paternité qu'il a, même pas 7 en fait, on va dire 7 pour arrondir, mais il y a les congés de naissance, mais en gros, le père prendrait une semaine et la mère, elle prendrait son congé maternité plus son congé parental. Mais 28 jours, je le rappelle, c'est pas une obligation pour l'entreprise. Oui. Quand je parle d'obligation, je parle pas d'obligation pour les hommes, mais pour les entreprises. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour plein d'hommes qui sont salariés en contrat précaire ou qui sont dans une entreprise où on leur met la pression, ils peuvent pas assumer de prendre les 28 jours, c'est difficile. Et c'est pour ça que moi, je plaide pour une part obligatoire, parce que c'est une façon qu'a la société de dire les hommes doivent avoir ce droit de s'arrêter. Et c'est de leur envoyer ce signal-là. Merci Sarah Legrain, Alain Villemeur et Gérard-François Dumont d'avoir été avec nous pour en parler. Malheureusement, le temps nous est compté, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler encore longtemps. On voit déjà qu'il y a des leviers, en tout cas, qui sont possibles. Et merci à vous d'avoir égrené certaines